on travaille avec un seul échantillon. Et le test T, c'est un peu le test Z hein, qui permet de calculer la marge d'erreur et donc l'intervalle de confiance. Donc, test T pour échantillon unique. On clique là-dessus pour voir apparaître une fenêtre contextuelle. Maintenant, je me demande, est-ce que la fenêtre contextuelle apparaît? Comme l'impression que non. Non, elle n'apparaît pas. Oui, effectivement, c'est ce que je craignais hein, avec le... Est-ce que c'est visible maintenant, la taille d'écran? Il semble que oui. Oui, l'onglet apparaît, oui. L'onglet apparaît, ok, parfait. Oui. Alors, je vais juste accepter quelques étudiants. On va s'intéresser à la variable nombre d'enfants. Alors, à gauche, si vous avez la liste des étiquettes de variables et non des noms de variables, vous avez ça à mettre, clic droit, et afficher les noms des variables. Là, on s'intéresse au nombre d'enfants. Donc, NB, E, N, F. Donc, on place cette variable sous variable attestée. On peut aller chercher des options en cliquant sur options. Donc, à droite, en haut, vous avez options. Vous cliquez sur options. Et là, vous verrez que par défaut, on considère le niveau de confiance de 95%. Alors, si on accorde un niveau de confiance plus important que 95%, ben, on pourrait le spécifier ici, par exemple 99%. Mais en sciences sociales et humaines, le niveau de confiance le plus souvent utilisé, c'est 95% par défaut. Donc, on va s'en contenter. On poursuit. Eh bien, c'est tout. On va valider pour voir apparaître les résultats. Alors, à gauche, on a le cahier du labo qui spécifie un peu les différentes étapes. Alors, on va y aller à l'analyse des résultats. Alors, vous avez deux sorties d'intérêt. Une première sortie qui récapitule un peu les statistiques descriptives en lien avec l'échantillon. Par exemple, ici, on a 100 cas qui ont complété, qui ont répondu. Et pour ces 100 cas, la moyenne est de 7,36. Alors, on l'avait déjà vu, hein, le nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants sondés, des 100 étudiants sondés, est précisément de 7,36 enfants. L'écart type est de 3,999. Là également, on avait fini de l'interpréter. Ce qui est un peu nouveau par rapport à ce tableau, c'est ce que SPSS appelle ici moyenne erreur standard. En fait, c'est l'erreur type. En particulier, nous sommes tombés sur un échantillon qui nous a donné une moyenne de 7,36 en termes de nombre d'enfants. Ça, c'est la moyenne qui a été observée dans l'échantillon. Posons-nous la question, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, de telle sorte que chaque échantillon donne une moyenne, eh bien, comment se présenteraient les moyennes de tous ces échantillons par rapport à la moyenne qui a été observée, ce qu'on appelle erreur type, ou ici moyenne, erreur standard. En fait, c'est l'écart type de toutes les moyennes possibles si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois. Précisément, au niveau de toute la population étudiante sondée, le nombre moyen d'enfants dans les familles est de 7,36 plus ou moins 0,4. Je peux interpréter autrement. Si on devait prendre une famille d'un étudiant au hasard au niveau de toute la population étudiée, il y a 108% de chances que cette famille ait comme nombre d'enfants 7,36 plus ou moins l'erreur type, autrement dit plus ou moins 0,40. En d'autres termes encore, nous sommes sûrs à 108% que le nombre moyen d'enfants au niveau de la population étudiante étudiée se situe à 7,36 plus ou moins 0,40. Voilà comment interpréter moyenne standard erreur. Autrement dit, erreur vidéo. Si vous prenez le score Z 1,96, hein, on l'a vu, 1,96, multiplié par l'erreur type 0,40, vous obtenez ce qu'on appelle la marge d'erreur.
En fait, la marge d'erreur n'est rien d'autre que l'erreur type multipliée par 1,96 pour un niveau de confiance de 95%. Connaissant la marge d'erreur, plus ou moins la moyenne, on a l'intervalle de confiance. Et l'intervalle de confiance, on l'a ici, dans le deuxième tableau. Donc, on a la borne inférieure et la borne supérieure. Autrement dit, au niveau de toute la population étudiante étudiée, le nombre moyen d'enfants dans ces familles se situe entre 6,57 et 8,15. Voilà ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. En fait, c'est la marge d'erreur plus ou moins la moyenne qui a été observée, 7,36. Alors, dans le cas du labo, j'ai un peu expliqué comment on va retrouver exactement cet intervalle de confiance. Ce qui est surtout important, c'est de savoir interpréter ces valeurs. Et ici, vous avez une façon d'interpréter l'intervalle de confiance. Donc, à 95%, on est sûr que le nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants, dans toutes les familles des étudiants concernés par l'étude, se situe entre 6,57 et 8,15. Voilà un peu comment interpréter l'intervalle de confiance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'interprétation de l'intervalle de confiance? Il y a des étudiants qui attendent à être acceptés. Les étudiants, le vrai nombre d'enfants au niveau de la famille des étudiants. Je peux répéter. On est sûr à 95% que le nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants se situe entre 6,57 et 8,15 au niveau de toute la population étudiée. Puisqu'ici, on est en train de... Voilà ce qu'on appelle intervalle de confiance. Encore une fois, c'est l'intervalle à l'intérieur duquel se situe le vrai paramètre au niveau de toute la population. Ici, la moyenne, précisément le nombre moyen d'enfants au niveau de la population étudiante étudiée. Ce qui est intéressant avec l'intervalle de confiance, c'est qu'on peut s'en servir pour comparer des groupes et déterminer est-ce qu'il y a une différence significative entre 2 ou 3 ou plus de 3 groupes. L'exemple est donné ici du milieu de résidence. Hein. Nous savons que c'est une variable qualitative constituée de 3 groupes. Je peux sortir les distributions de fréquence et de pourcentage. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Hein. Analyse, date descriptive, fréquence. Je sors les fréquences et pourcentages. Et donc, on voit bien qu'on a Dakar urbain, on a autre milieu urbain et milieu rural. Donc, c'est une variable qualitative constituée de 3 enfants diffèrent selon les questions en utilisant la commande scinder un fichier. Mais les réponses que nous avions portent seulement sur l'échantillon. Nous avions vu qu'il semblait y avoir des différences entre les milieux. Mais ce sont des réponses qui portent sur l'échantillon. Les conclusions portent sur l'échantillon. Il est très important de s'assurer que les différences existent également au niveau de toute la population étudiée. C'est ça le sens de l'utilisation de l'intervalle de confiance, comparativement à l'utilisation de la commande scinder un fichier, dont la comparaison de groupe porte seulement sur l'échantillon. Là, on élève un peu le niveau d'abstraction pour s'intéresser à ce qui se passe au niveau de toute la population étudiante étudiée. Est-ce que réellement, il y a différence entre les milieux eu égard au nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants? Donc, on est en inférence statistique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sortir ce qu'on appelle les barres d'erreur, les comparer et décider s'il y a des différences significatives ou pas entre les différents milieux. Étant entendu qu'il est plausible que le nombre d'enfants soit plus important chez les étudiants qui proviennent de Dakar. C'est les étudiants qui proviennent du milieu rural, comparativement aux étudiants qui proviennent de Dakar. Autrement dit, le taux de natalité sera probablement plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain dakarois. Mais est-ce que c'est statistiquement significatif au niveau de toute la population étudiée? Donc, on va essayer de répondre à cette question en utilisant ce qu'on appelle les barres
d'erreur. Alors, on va y aller. On va cliquer sur le menu graphique. L'enjeu étant de comparer les intervalles de confiance, hein, ou si vous voulez les barres d'erreur, en cliquant sur le menu graphique. Donc, on clique sur le menu graphique. Ensuite, boîte de dialogue ancienne version. Menu graphique. Boîte de dialogue ancienne version. Ensuite, barre d'erreur. Hein, barre d'erreur. En fait, c'est les barres des intervalles de confiance. Ici, dans le langage des SPSS, c'est barre d'erreur. C'est les intervalles de confiance. Donc, barre d'erreur, on clique dessus. Vous avez une fenêtre contextuelle qui apparaît. On va garder les choses simples. Donc, laisser à groupe d'observation, puisqu'on compare des groupes. On compare 3 groupes en termes de milieu, eu égard au nombre d'enfants. Donc, on va laisser à groupe d'observation. Ensuite, on va définir de façon à voir apparaître une fenêtre contextuelle. Encore une fois, à gauche, si vous avez la liste des variables sous forme d'étiquette, mettez clic droit et affichez les noms des variables plutôt. C'est beaucoup plus pratique. Alors, ici, la variable d'intérêt, c'est le nombre d'enfants. Donc, sous variable, on va mettre nombre d'enfants. Donc, NBEN, F, nombre d'enfants. Dans les familles des étudiants, NBEN, F. Ensuite, on va comparer les milieux des résidences. Et donc, on prend milieu et on place ça sous axe des catégories. Donc, on va comparer les catégories de milieux eu égard au nombre d'enfants. Autrement dit, on va vérifier est-ce que le nombre d'enfants diffère selon les milieux. Donc, on laisse à 95% par défaut. Voilà. Finalement, on va cliquer sur OK. On y va. OK. De façon à voir apparaître les barres d'erreur. Alors, on a une barre d'erreur pour les étudiants qui proviennent de Dakar, une barre d'erreur pour les étudiants qui proviennent d'autres milieux urbains, une barre d'erreur pour les étudiants qui proviennent du milieu rural. Étant entendu que ces barres d'erreur, ce sont un peu les intervalles de confiance. Donc, la valeur minimale, valeur maximale, et le point milieu, c'est la moyenne. Et justement, on peut afficher les nombres d'enfants moyens. Alors, je vais d'abord accepter les retardataires. Donc, on va y aller, on va afficher les moyennes hein, par groupe. Très simple, on va cliquer 2 fois. Donc, on va cliquer 2 fois sur le graphique. De façon à voir apparaître une fenêtre contextuelle. Et sur la fenêtre contextuelle, vous avez une icône. En fait, c'est la deuxième icône qui s'appelle afficher les liblés de données. Donc, on va afficher les liblés des moyennes finalement. Donc, si vous cliquez sur afficher les liblés de données, vous avez une seconde fenêtre contextuelle qui apparaît. On va la fermer, cette fenêtre contextuelle. Fermer la deuxième fenêtre contextuelle de façon à voir s'appliquer les moyennes. Donc, en moyenne, le nombre d'enfants chez les Dakarois, c'est de 6 enfants, en tout cas, c'est les étudiants. 7 enfants au milieu urbain, 8 enfants chez les ruraux. Donc, clairement, il semble que le nombre d'enfants soit plus élevé lorsqu'on provient du milieu rural. Mais la question qu'on se pose est à l'effet de savoir, est-ce que la différence est statistiquement significative au niveau de toute la population étudiée? Là, on dépasse le cadre restreint de l'échantillon pour chercher à savoir ce qui se passe au niveau de toute la population étudiée. Et donc, on est en inférence statistique. Et pour qu'il y ait une différence significative, il faut que les barres d'erreur soient disjointes. Autrement dit, les barres d'erreur ne doivent pas se toucher. Et si on compare, par exemple, Dakar urbain et autres milieux urbains, eh bien, clairement, les deux barres d'erreur se touchent. Je veux dire, les deux barres d'erreur ne sont pas disjointes.
En particulier, la borne inférieure de autres milieux urbains est incluse dans l'intervalle de confiance de Dakar urbain. De même, si on compare Dakar urbain et milieu rural, on voit que les deux barres d'erreur se chevauchent. Autrement dit, elles ne se démarquent pas, puisque la borne inférieure de la barre milieu rural est comprise dans l'intervalle de confiance de Dakar urbain. Et donc ici, il ne semble pas y avoir de différence significative entre les milieux, eu égard au nombre moyen d'enfants. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant. On devrait s'attendre à ce qu'il y ait des différences significatives entre les différents milieux. En particulier, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait une différence significative entre le nombre d'enfants dans les familles des étudiants ruraux et le nombre d'enfants dans les familles des étudiants dakarois. Je m'attendais à avoir une différence significative, mais non, ici on dit que la différence n'est pas significative. Il y a peut-être une ou des raisons qui font qu'effectivement, ici, on n'aperçoit pas des différences significatives entre les ruraux et les Dakarois. C'est comme si le taux de natalité était similaire finalement, que l'on provienne du milieu rural ou de Dakar. Évidemment, il faut tenir compte de la population étudiée ici. Donc ici, on s'intéresse à des étudiants. Donc, c'est des étudiants du département de sociologie. Si on devait s'intéresser aux populations, à la population de façon générale, il me semble qu'il y aurait des différences significatives. Vous ne pensez pas? Il me semble qu'il y aurait des différences significatives si on sortait du cadre de l'université et qu'on s'intéressait à la population lambda, à la population ordinaire. Et si on devait comparer le nombre d'enfants des villageois et des Dakarois, il me semble qu'il y aurait une différence significative. Mais ici, ces différences ne sont pas significatives. Moi, j'ai une explication. Mon explication, elle est très simple. En fait, les étudiants qui se présentent ici à l'université ont des casuistiques particulières, de mon point de vue. Donc, ce sont des étudiants qui appartiennent à des familles disposant d'un certain nombre de ressources, probablement des familles qui sont un peu plus instruites. Évidemment, on parle de généralité. De telle sorte qu'il est tout à fait plausible qu'il n'y ait pas trop de différences significatives entre les étudiants qui proviennent de Dakar et les étudiants qui proviennent des villageois, du point de vue du nombre d'enfants dans leur famille. Moi, j'explique l'absence de différence par la spécificité de la population étudiée ici, c'est-à-dire les étudiants. Les étudiants, qui appartiennent à des casuistiques, qui ont des casuistiques un peu particulières. En tout cas, c'est mon explication à moi. Je ne sais pas si vous avez des explications, parce que, en principe, il doit y avoir des différences significatives entre les familles des villageois et les familles des Dakarois. Le taux de natalité est plus élevé en milieu rural, il me semble. Mais voilà, en tout cas, moi, comment je peux me l'expliquer? C'est lié, encore une fois, à la casuistique de la population étudiée. Et donc, pour déterminer s'il y a une différence significative ou des différences significatives entre des groupes eu égard à une moyenne, eh bien, on s'assure que les barres sont disjointes, autrement dit, ne se touchent pas. Visiblement, ici, ce n'est pas le cas. Les barres d'erreur se touchent et par conséquent, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les milieux eu égard au nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants. Attention, la conclusion s'applique à l'ensemble de la population étudiante étudiée et non à l'ensemble de la population sénégalaise. J'espère qu'on se comprend. Oui, on dépasse le cadre restreint de l'échantillon, mais la conclusion s'applique à la population étudiée. Et ici, la population étudiée, ce sont les étudiants. Et donc, oui, si on considère les étudiants comme étant une population, oui, il ne semble pas y avoir de différence dans leur famille en termes de nombre d'enfants, que ces étudiants proviennent du milieu rural ou du milieu urbain. Mais encore une fois, si on avait une autre population, par exemple la population lambda, il y a de fortes chances qu'il y ait des différences en termes de nombre d'enfants dans les familles. J'espère qu'on se comprend. Et donc, la conclusion qu'on tire, elle porte sur la population étudiée et non sur l'ensemble de la population, par exemple, du Sénégal. Et ici, la population étudiée sont les étudiants.
Donc, par rapport à l'ensemble de la population étudiante, oui, il n'y a pas de différence en termes de nombre d'enfants dans leur famille. Que ces étudiants proviennent du milieu rural ou bien de Dakar ou d'autres milieux citadins. Donc, voilà un peu finalement l'essentiel de ce qu'il fallait voir aujourd'hui. C'est pas très dense comme matière. J'aimerais quand même que vous fassiez l'exercice pour m'assurer que vous avez bien intégré ce qu'on vient de faire et que probablement vous-même, vous aviez tenté de faire ces démonstrations tout seul. J'aimerais bien qu'on fasse l'exercice, en particulier que l'on compare le nombre d'heures sur Internet selon le sexe. Mais auparavant, j'aimerais d'abord qu'on calcule l'intervalle de confiance autour du nombre moyen d'heures chez les étudiants. Donc, c'est le A. Faire calculer d'abord l'intervalle de confiance autour de la moyenne du nombre d'heures, donc de heures nettes. Autrement dit, en moyenne, les étudiants passent telle valeur. Maintenant, est-ce que cela peut être généralisé à la population? Autrement dit, quel est l'intervalle de confiance? Donc, sortez l'intervalle de confiance de la variable heure nette. Autrement dit, nombre d'heures passées sur Internet, un peu comme on vient de le faire avec nombre d'enfants. Après, on va interpréter avant de passer aux barres d'erreur. Alors, vous avez 5 minutes. En moyenne, c'est 7,14 ans. Donc, le temps moyen passé sur Internet, c'est 7,14. On l'avait vu lorsque nous abordions les mesures de tendance centrale. Et ce qu'on veut, c'est chercher à estimer le nombre moyen d'heures passées sur Internet au niveau de toute la population étudiante étudiée. C'est ça qu'on veut chercher à estimer, l'intervalle de confiance. Alors, si on regarde bien, on a aussi l'écart type, 5,7. On sait comment interpréter l'écart type, je ne vais pas y revenir. Ce qui est nouveau, encore une fois, c'est moyenne erreur standard, 0,6095. Alors, ce que SPSS appelle moyenne erreur standard, c'est erreur type. On l'a vu dans le cours théorique. En particulier dans la capsule vidéo, j'ai un peu expliqué d'où venait le terme d'erreur type et qu'est-ce que ça signifiait. Alors, l'erreur type, c'est un peu l'écart type de toutes les moyennes possibles. En particulier, nous sommes tombés sur un échantillon d'étudiants qui nous donne une moyenne de 7,14. En termes de nombre moyen d'heures sur Internet. Si vous devez répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, on est sûr à 108% que 0,6095. En fait, c'est comme la marge d'erreur, mais la marge d'erreur à 108%. Donc, la moyenne, plus ou moins l'erreur type, nous donne l'intervalle à l'intérieur duquel se situe la moyenne, mais à 108%. Souvent, c'est peu suffisant. On veut être sûr à 95%. Et donc, on prend le score Z 1,96 multiplié par l'erreur type 0,195 et on a ce qu'on appelle la marge d'erreur. La marge d'erreur plus ou moins la moyenne nous donne l'intervalle de confiance. Voilà l'intervalle de confiance qu'on a. Donc, on est sûr à 95% que le nombre moyen d'heures passées sur Internet au niveau de toute la population étudiante étudiée se situe entre 5,928 et 8,351. Voilà comment interpréter l'intervalle de confiance. Donc, la clé est la suivante. On est sûr à 95%. Voilà. On est sûr à 95% que le nombre moyen d'heures sur Internet se situe entre 5,928 et 8,351. Voilà comment interpréter l'intervalle de confiance. Nous venons donc de répondre à la question A. Surtout, est-ce que la différence est statistiquement significative? Eh bien, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les barres d'erreur. En cliquant sur graphique, boîte de dialogue ancienne version, barre d'erreur, graphique,
boîte de dialogue ancienne version, barre d'erreur. On va garder les choses simples et laisser un récapitulatif pour groupe d'observation puisqu'on compare deux groupes, les hommes et les femmes, eu égard au temps moyen passé sur Internet. On définit. On a une analyse précédente, on va réinitialiser pour reprendre à 0. Sous variable, on met heure net, hein, c'est notre variable d'intérêt, le nombre d'heures passées sur Internet, heure net. Et on va comparer les catégories que sont les hommes et les femmes, les gars et les filles, si vous voulez. Et donc, on prend la variable sexe et on la place sous axe des catégories. Donc, on veut savoir s'il y a une différence entre les gars et les filles eu égard au temps moyen passé sur Internet au niveau de toute la population étudiante étudiée. On va laisser le niveau de confiance à 95% par défaut. Ensuite, valider en cliquant sur OK. De façon à voir apparaître le diagramme des barres d'erreur. Alors, on peut afficher les moyennes, hein, des gars et des filles, hein, sur les barres d'erreur, autrement dit sur les intervalles de confiance. En cliquant 2 fois du côté gauche, donc on se place sur le graphique, on clique 2 fois du côté gauche et on voit apparaître une fenêtre contextuelle. Sur la fenêtre contextuelle, vous avez 3 icônes ici. Première icône, deuxième icône, troisième icône. Donc, deuxième icône. Autrement dit, afficher les liblets de données. Placé au niveau de la deuxième icône, autrement dit, afficher les liblets de données, justement pour afficher les moyennes, c'est ça qu'on veut. Donc, on va cliquer sur afficher les liblets de données. On clique là-dessus. On a une fenêtre contextuelle qui apparaît. On va la fermer. On voit que ça s'applique. Eh bien, on va fermer la deuxième fenêtre contextuelle pour retrouver les moyennes. Donc, la moyenne des filles et la moyenne des gars. Donc, clairement, en moyenne, les filles passent sur Internet 8,8 heures par jour, comparativement aux gars qui passent 5,1 heures par jour sur le net. Mais la question à laquelle on veut répondre, c'est est-ce que la différence est significative, statistiquement parlant, entre les femmes et les hommes? Pourquoi? Parce que le hasard de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon qui nous révèle l'existence d'une différence alors qu'il n'y a pas de différence au niveau de la population. Donc, il faut nous assurer que la différence existe au niveau de toute la population étudiée. Et pour ce faire, il faut que les barres soient disjointes. Alors, ça, vous avez hommes. Et donc, on voit bien que les deux barres d'erreur sont disjointes. Autrement dit, elles ne se touchent pas. Hein? Regardez bien ici. La borne supérieure des hommes ne touche pas la borne inférieure des femmes. Et donc, les deux barres d'erreur sont disjointes. Eh bien, c'est le signe qu'il y a une différence significative entre les femmes et les hommes. Population étudiante, hein, étudiante, étudiée, pas toute la population sénégalaise, toute la population étudiante, étudiée. Il y a une différence significative. Effectivement, les filles passent plus de temps sur Internet que les gars, et c'est significatif au niveau de toute la population étudiante, étudiée. Voilà un peu comment on va interpréter les résultats, mettant sous forme visuelle une relation finalement entre une variable de groupe et une variable quantitative. Ici, on a voulu comparer les hommes et les femmes eu égard au temps moyen passé sur Internet. Et donc ici, la différence est significative parce que les deux barres d'erreur sont disjointes, autrement dit, elles ne se touchent pas. Par contre, par rapport aux différences entre les milieux eu égard au nombre d'enfants à les familles, il n'y avait pas de différence significative, parce que simplement les barres d'erreur se touchaient, se chevauchaient. Voilà. Ça se chevauche, pas de différence significative.
significative, c'est disjoint différence significative. Voilà un peu la règle pour répondre à la question du genre. Est-ce qu'il y a des différences significatives ou pas entre des groupes eu égard à une variable quantitative pour laquelle on a la moyenne? Voilà un peu pour ce qui est de l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, l'exercice B, c'est à faire, hein? Vous devez le faire à la maison. Voilà. Allô, professeur. Oui. C'est par rapport à la significativité. La différence significative, autant pour moi. La différence significative. Oui. Pour le premier exercice, vous dites qu'il y a chevauchement entre les barres d'heure. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que parce qu'il y a les barres, la partie supérieure et inférieure, est-ce qu'elles ne se touchent pas? D'accord, je vais reprendre, Chérif. D'accord. Est-ce que c'est visible là, le graphique avec les 3 barres? Oui, c'est visible. Oui, c'est visible. Regardez la première barre. Est-ce que c'est Dakar urbain? Est-ce qu'on voit ça? Oui, on voit. Ok. Est-ce que vous regardez, vous avez bien vu la barre haute milieu urbain? Oui, je vois. Ben, est-ce que la borne inférieure de haute milieu urbain est incluse dans l'intervalle confiant de Dakar urbain? Mais je vous pose la question, il faut répondre. Est-ce que la borne inférieure de haute milieu urbain est incluse dans l'intervalle Dakar urbain? Oui. Ben, ça se chevauche. Comparons maintenant Dakar urbain et milieu rural. Est-ce que la borne inférieure de milieu rural est incluse dans l'intervalle de Dakar urbain? Oui. Ça se chevauche et ça signifie qu'il n'y a pas de différence significative. Si on revient au dernier exemple, par rapport aux différences entre gars et filles, eu égard au temps moins passé sur Internet. La première barre, c'est celle des femmes. La deuxième barre, celle des hommes. Est-ce que la borne supérieure des hommes est incluse dans la borne inférieure des femmes? Ou est incluse dans l'inconfiance des femmes? Non. Mais voilà ce qu'on appelle disjoint. Donc, les 2 barres ne se touchent pas, elles sont disjointes. Ça signifie que la différence est significative. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Je peux revenir au TP1. Il me semble qu'il y a une question qui porte sur la leçon d'aujourd'hui. Je peux ouvrir le TP. M'assurer qu'on se comprend. Donc, le TP. OK, on l'a ici. Donc, sous espace TP, j'ai formulaire du TP. Donc, je clique sur formulaire du TP. J'ouvre le formulaire du TP. Évidemment, il faut ouvrir aussi la base de données. Ensuite, vous avez la question 2, c'est déjà fait. 3. Donc, analyse inférentielle, intervalle de confiance. Eh bien, vous êtes maintenant outillé pour répondre à la 3e section du TP. Donc, à propos de la variable quantitative indice pauvre, c'est l'indice de pauvreté, faites calculer l'intervalle de confiance autour de la moyenne avec un intervalle de confiance de 95%. C'est ce qu'on vient de faire. Calculez vous-même à la main l'erreur type et l'intervalle de confiance à 95% de façon à retrouver les valeurs obtenues avec SPSS. Alors là aussi, je peux retourner en arrière. Donc, je vais ouvrir le cahier de labo. Alors, si on regarde bien, donc on a voulu estimer l'intervalle de confiance du nombre d'enfants dans les familles des étudiants au niveau de toute la population étudiée. Donc, on a une moyenne de 7,36. Vous avez moyenne erreur standard qu'on appelle erreur type, 0,40.
Alors, on vous demande de retrouver, en tout cas par rapport au TP, vous calculez vous-même à la main l'erreur type et l'intervalle de confiance. L'erreur type, c'est cette valeur. Moyenne, erreur standard, ça qu'on appelle erreur type, 0,40. Donc, on vous demande de calculer vous-même l'erreur type. Autrement dit, de retrouver 0,40. Alors, dans le cahier de labo, c'est bien expliqué, on l'a ici. Comment retrouver 0,40? Donc, vous prenez l'écart type, 3,99,9, et vous divisez par la racine carrée de la taille de l'échantillon 100. Donc, la taille de l'échantillon, c'est ça, N. Voilà, c'est bien indiqué ici dans le cahier du labo. C'est ce que vous allez faire aussi par rapport au TP. Une fois que vous aurez sorti ces résultats, vous prenez l'écart type par rapport à l'indice de pauvreté, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon, et vous allez obtenir exactement la même valeur fournie par SPSS. Ici, 0,40. Alors, on vous dit aussi de retrouver la valeur de l'intervalle de confiance. Donc, la valeur de l'intervalle de confiance, c'est l'erreur type multipliée par 1,96. Donc, voilà ici. Donc, 1,96, c'est une constante. Elle ne change pas. Donc, prenez 1,96, multiplié par l'erreur type que nous venons de calculer, 0,40, et vous avez la marge d'erreur. La marge d'erreur, plus ou moins la moyenne, et vous retrouvez l'intervalle de confiance calculé par SPSS. Autrement dit, 6,50 à 8,15, c'est exactement ce qu'on a. 6,57 à 8,15. Voilà, donc inspirez-vous de ce que vous avez dans le cahier du labo de façon à répondre à la question. Calculez vous-même à la main l'erreur type et l'intervalle de confiance de façon à retrouver les mêmes valeurs que celles des SPSS. Ensuite, on vous dit d'analyser, interpréter l'erreur type et l'intervalle de confiance. Dans le cahier, vous avez des façons d'interpréter. Hein? Tout est là, tout est expliqué comment interpréter. Prenons l'erreur type, 0,40. On s'intéresse au nombre moyen d'enfants dans les familles. Hein? Donc, si vous devez répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, il y a 68% de chances que le nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants soit 7,36 plus ou moins 0,40. Comment interpréter l'intervalle de confiance? On est sûr à 95% que le nombre moyen d'enfants dans les familles des étudiants se situe entre 6,57 et 8,15. Je précise que tout est là, hein, tout est dans le cahier. Tout est dans le cahier. Ensuite, on vous dit, est-ce qu'il y a une différence pratiquement significative entre les niveaux d'éducation? Quant à les de points, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc, vous utilisez les barres d'erreur et vous décidez est-ce que la différence est significative ou pas. Si les barres d'erreur se chevauchent, se touchent, il n'y a pas de différence significative. Si les barres d'erreur ne se touchent pas, ben, il y a une différence significative. Là, vous utilisez les barres d'erreur. Voilà, c'est tout. Pour ce qui est de la troisième section du TP. Alors, il reste une dernière leçon donc, qui est prévue la semaine prochaine. Après, ce sera finalement la remise du TP, donc qui est prévue dans 2 semaines finalement, qui est censé remettre le TP la semaine prochaine, mais on a manqué une semaine en raison d'une activité scientifique que je devais organiser. Voilà, donc vous avez 2 semaines finalement pour rendre le TP. J'espère que vous avancez et que vous ne perdez pas beaucoup de temps à attendre d'avoir fini le cours, tout le cours. Il faut prendre de l'avance. Hein. Par exemple, dès maintenant, vous pouvez commencer à répondre à la question 3. Vous êtes outillé pour le faire. Et ne pas attendre à la fin. Hein. Oui, est-ce qu'il y a une question? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une question? Non? OK. Ben, ça va être tout pour ce qui est la séance d'aujourd'hui. De fermeture? Oui, parce qu'il y a des étudiants qui souhaitaient être accommodés. Alors, je les ai accommodés. Donc, je vais ouvrir le Q5 jusqu'à la semaine prochaine. Ok, merci. Pour le Q6, ben, je vais aussi l'ouvrir hein, et activer
les capsules de la leçon 6. Je le ferai, oui. Pour le quiz 5, oui. Apparemment, les questions, c'est juste que c'est 17 questions. Bien. Oui. Oui, c'est 17, c'est correct. 17 questions ou bien 20? Ben, je ne sais pas. Si c'est 17, c'est 17. Non, c'est 17 questions. C'est 17, hein? Oui. Il y a une séance où, me semble-t-il, on avait dit que c'était une partie des questions qu'il fallait répondre. Est-ce qu'il faudrait répondre à des questions qui sont dans le... Ah, Boubacar, je n'entends pas bien. Ça s'entrecoupe. Il me semblerait qu'on avait précisé qu'il y avait un certain nombre de questions à répondre. Ou bien c'est moi qui me trompe. Est-ce que c'est à toutes les questions du TP qu'il faudrait répondre? Aux questions qui s'appliquent à la matière qui a été enseignée. Par exemple, pour la section 3, maintenant vous êtes outillé pour compléter cette question. Pour la question 2, vous étiez outillé il y a 2 semaines pour y répondre. Pour la question 1, vous étiez outillé il y a plus de 3 semaines pour y répondre. Donc, pour la dernière question 4, vous serez outillé la semaine prochaine pour y répondre. Tu comprends un peu? Donc, l'idée, c'est de permettre aux étudiants qui veulent prendre de l'avance, et de répondre déjà aux questions au lieu d'attendre la fin pour tout compléter, quoi. Donc, oui, il y a des questions qui s'appliquent à des leçons, à des séances en particulier, comme la question 3, elle s'applique à la séance de cette semaine. Et vous allez vous retrouver à ce